En 1958, le gouvernement tunisien missionne Christmann pour construire un casino. Une opération baptisée Maison d'or par les services secrets allemands. Les Allemands y investissent beaucoup d'argent. Ils font même venir les Tunisiens en Allemagne pour se mettre d'accord avec eux et signer un contrat stipulant que le personnel devra comprendre un nombre important de ressortissants allemands. Christmann a vraiment joué un rôle de conseiller militaire auprès des Algériens. C'est ce qui ressort d'un grand nombre d'opérations. Il leur a procuré du matériel sanitaire ainsi que des casques et des pièces d'uniforme. Il les a conseillés et formés aux techniques du renseignement. Il a participé à des actions de propagande pour inciter les Allemands engagés dans la Légion étrangère française à déserter. Mais le clou, ça a été l'opération Hirondelle qui a été menée en RFA. À l'issue de cette opération, une cinquantaine d'officiers français d'origine algérienne ont déserté d'un coup pour rejoindre les forces de l'ALN. Dans ce double jeu avec les pays arabes, les services de renseignement est-allemands de la Stasi utilisent également Hans Sommer, un ancien criminel de guerre nazi. Une histoire d'espionnage typique de l'Allemagne de la guerre froide. Il est apparu assez clairement que le FLN algérien avait reçu des propositions pour des armes à feu et des mitrailleuses. Ces offres émanaient de l'entreprise de Hans Sommer, installée en Italie. Hans Sommer a tout planifié au nez et à la barbe de la Stasi. Richard Christmann était également impliqué dans cette histoire. La Stasi le soupçonnait de recruter à Brême des Allemands spécialisés dans les explosifs pour aider le FLN. En Algérie, la situation devient de plus en plus confuse, violente et désespérée. Que ce soit à Bonn, Berlin-Est ou Paris, chacun ne cherche qu'à défendre ses intérêts tout au long d'un conflit qui fera des centaines de milliers de victimes. Le FLN le sait et l'exploite. Le Front de Libération Nationale recrutait des ouvriers algériens à l'étranger, pas seulement pour en faire des combattants, mais surtout pour qu'ils se cotisent. Ils étaient obligés de mettre la main à la poche. Avec cet argent, le FLN achetait des armes pour les combattants qui luttaient en Algérie. Il cherchait surtout à acheter des armes en Allemagne. Il y a, on l'oublie souvent, des troupes françaises en Allemagne et que les forces françaises en Allemagne vont être un lieu tout à fait important pour le développement de la contestation contre la politique du gouvernement dès la fin de la Quatrième République, mais surtout à partir du retour au pouvoir du général de Gaulle. Donc ça, c'est le premier point qui cristallise une tension entre la France et l'Allemagne. Le second point, c'est bien sûr que le FLN va trouver en Allemagne un lieu, un pays qui va lui servir de refuge et un lieu qui va lui servir en même temps d'approvisionnement, puisqu'une partie des armes de l'ALN et de la rébellion algérienne vient d'Allemagne. Les ouvriers algériens qui travaillaient en Allemagne et les marchands d'armes allemands qui approvisionnaient le FLN sont devenus la cible des services secrets français qui ont assassiné des représentants du FLN en Allemagne et sont même allés jusqu'à poignarder le représentant du gouvernement algérien sur le perron de l'ambassade de Tunisie. Ils ont commis des attentats contre des marchands d'armes allemands. Certains ont même été tués. Ils ont également fait sauter des navires, comme ce bateau dans le port de Hambourg. À la fin des années 1950, une vague d'attentats visant des Algériens installés en Allemagne fait la une des journaux. Les soupçons se portent aussitôt sur les services secrets français et l'organisation armée clandestine Main Rouge, avec laquelle les services secrets allemands sont également en contact. Donc c'est avant d'ailleurs l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle que l'action des services secrets sur le territoire allemand, violant la souveraineté allemande, violant le droit allemand par ailleurs, bien sûr, commence. Des citoyens allemands, en particulier des marchands d'armes qui aident les rebelles algériens, sont également la cible d'attentats à la bombe ou de coups de feu. On sait aujourd'hui que les autorités et le gouvernement ouest-allemand connaissaient les commanditaires de ces attentats.
Les Allemands ont laissé faire. Le gouvernement savait très bien ce qui se passait, mais il n'intervenait pas. À l'inverse, il a intensifié ses relations avec la Sûreté nationale française, l'équivalent du FBI. S'ils n'étaient pas en mesure d'arrêter les attentats, les Allemands voulaient au moins que les Français agissent plus discrètement. En réalité, ils ont aidé la France à surveiller le FLN. L'autre possibilité aurait été de faire cesser les opérations françaises sur le territoire de la RFA en recourant à la voie diplomatique ou aux services secrets ou policiers. Mais cela aurait provoqué une crise entre Paris et Bonn que ne souhaitaient ni les services secrets ni le milieu politique. Les Allemands devaient donc accepter ces opérations françaises, même si elles allaient à l'encontre de celles qu'ils menaient en Afrique du Nord. La propagande de la RDA s'efforce de tirer parti de la coopération allemande avec les services secrets français. En RFA, les autorités veillent à ce que leur double jeu en pays arabes ne vienne pas compromettre la ligne officielle du gouvernement Adenauer. Bonn avait bien sûr donné l'ordre de soutenir le FLN. Mais le chancelier n'était pas personnellement informé de tous les détails des opérations, entre autres, pour qu'elles ne puissent pas lui être reprochées par les Français. Avant le retour de De Gaulle, le gouvernement socialiste est pris pour cible par les ultranationalistes qui, parallèlement, recherchent le soutien des services secrets ouest-allemands. J'étais en poste depuis seulement quelques mois quand un contact me communique une demande formulée par, disons, des Français d'Algérie, pour rester vague, qui veulent savoir quelle sera l'attitude du gouvernement de la RFA s'ils organisent un putsch contre Paris. Devront-ils compter sur un laisser-faire, un soutien ou carrément un soutien actif? L'affaire avait l'air très sérieux. Il a même dû être question de livraison d'armes. Le très puissant président De Gaulle, dont la politique s'oriente vers une rapide indépendance de l'Algérie, est à son tour pris pour cible par les ultranationalistes. Lors de son passage triomphal à Alger, il est encore accueilli par une poignée de main du général Massu. Mais en avril, des généraux français tentent un coup d'État sous la houlette de Jacques Salan et Maurice Schall. Ce putsch échouera quelques jours plus tard suite aux appels vibrants du général de Gaulle. Les services secrets ouest-allemands comprennent alors pourquoi ils avaient été sollicités par des Français d'Algérie. Au moment de la tentative de putsch, j'ai tout de suite compris que c'était ces gens-là qui avaient contacté nos services pour préparer leur opération. Un ancien compagnon de route du général de Gaulle cherche lui aussi le soutien des services secrets ouest-allemands. Georges Bidault a été ministre des Affaires étrangères et président du Conseil. Alors qu'au plus fort de la guerre d'Algérie, il soutenait De Gaulle, il devient cette fois un farouche adversaire du général, dont il combattra la politique d'indépendance par tous les moyens. Bidault utilise contre De Gaulle ses bons contacts avec les services secrets allemands. Au moment de la guerre d'Algérie, Bidault va prendre la tête de ce qu'il appelle le Conseil national de la résistance, qui est un organisme qui avait été créé en 1943 sous l'occupation allemande pour fédérer les mouvements de résistance. Donc en fait, qu'est-ce que fait Bidault? Eh bien, il essaie de rejouer à nouveau une deuxième résistance. Mais cette deuxième résistance, à propos de la politique algérienne de la France, elle est désormais tournée contre De Gaulle. Et le fait que cette deuxième résistance soit en partie animée à partir d'un certain moment depuis le territoire allemand, lorsque Bidault s'y réfugie, va constituer un problème tout à fait important, essentiellement pour une dimension politique et symbolique.
Bidault doit par la suite se réfugier un temps au Brésil. À son retour en Europe, il est accueilli en RFA et pris en main par les services secrets. Bonn souhaite en effet l'utiliser dans son double jeu entre Paris et Alger. La mission des services de renseignement, c'est d'établir en amont des contacts avec l'opposition, au cas où elle accéderait au pouvoir, afin de permettre de faire le lien avec la République. Dans le cas de Bidault, qui était devenu un ennemi juré de De Gaulle, c'était assez délicat. Mais cela n'a pas empêché les services secrets allemands de rester en contact avec lui pendant son séjour en Bavière, au cas où De Gaulle serait renversé et qu'il reviendrait sur le devant de la scène. Le président Kennedy se déplace en visite officielle à Paris. De Gaulle cherche à nouer le dialogue avec les Américains, comme un rempart contre le jeu dangereux des Allemands. Certains entretiens entre Adenauer et des hommes politiques américains révèlent très clairement que De Gaulle s'est plaint du double jeu mené par la politique allemande. Il est très utile pour les Allemands d'avoir un avantage dans la négociation politique. Et donc ce n'est que de la politique, c'est simplement de la politique. La tolérance que les nationalistes algériens ont trouvé sur leur territoire, la tolérance de la police allemande à l'égard des trafiquants d'armes allemands qui aidaient le FLN algérien, la tolérance des autorités allemandes à l'égard des chefs militaires de l'OAS illégaux sur le territoire allemand, la tolérance avec laquelle les autorités allemandes laissent Bidault se déplacer sur le territoire allemand, tout ceci est très compréhensible parce que ça permet, dans une négociation politique globale, d'avoir des points de négociation et puis à partir d'un certain moment, les autorités peuvent décider d'expulser administrativement telle ou telle personne hostile à la politique du général de Gaulle. Du point de vue français, il y a un problème de confiance manifeste parce que les services secrets allemands sont au courant de tous les attentats terroristes perpétrés par l'ALN en Afrique du Nord, mais aussi sur le sol français. Un exemple particulièrement frappant est celui de Fréjus. En décembre 1959, un barrage cède lors d'une tempête. L'eau qui déferle sur la ville coûtera la vie à 412 personnes. Aujourd'hui encore, il s'agit officiellement d'un accident. En réalité, ce sont des terroristes du FLN qui ont fait sauter le barrage. Les services de renseignement allemands savaient précisément où et quand cet attentat aurait lieu. Mais ils n'ont pas prévenu leurs homologues français. Une fois de plus, c'est l'agent Richard Christman qui a vent de l'attentat que le FLN prépare à Fréjus et qui prévient ses supérieurs. Aujourd'hui encore, on ignore pourquoi les services secrets allemands ont gardé l'information pour eux, provoquant des centaines de victimes. Il est clair pour tout le monde que l'Algérie constitue le grand drame du conflit entre l'Est et l'Ouest, qui fonde les futures relations Nord-Sud. En coulisses, les Américains commencent à faire pression pour que la France rétablisse la paix en Algérie, de façon à éviter que le conflit ne s'étende à toute l'Afrique du Nord, voire au reste du monde musulman. Pour cela, ils mettent à profit leur puissance économique. La France a besoin d'un crédit de plus de 600 millions de dollars pour financer la guerre et éviter une inflation massive. En contrepartie, les États-Unis exigent qu'elle retire 100 000 soldats d'Algérie. Il s'ensuit une crise dans les relations franco-américaines. Les militaires français redoutent ce qu'ils appellent alors un Dien Bien Phu diplomatique. L'Algérie obtient finalement l'indépendance en 1962. Les rebelles Ben Bella et Boumedienne rentrent en vainqueur à Alger. La fin de la guerre d'Algérie offre une nouvelle opportunité pour un rapprochement franco-allemand.
La fin de la guerre d'Algérie, par les accords d'Évian de mars 1962, cela aboutit au fait que la France, désormais, se concentre en Europe, que la France, qui était quasiment en guerre depuis 1939, est en paix, et que De Gaulle va pouvoir développer une politique internationale extrêmement ambitieuse. Et il est très probable que le règlement de ce contentieux par la fin de la guerre d'Algérie, en juillet 62, a facilité les discussions débouchant sur le traité de l'Élysée. Je ne pense pas pour autant, je ne pense pas cependant que la fin de la guerre d'Algérie était une condition indispensable au règlement de l'entente franco-allemande. Il y avait entre la France et l'Allemagne des contentieux bien plus importants liés à la guerre. Durant l'été 1962, le chancelier Adenauer fait une nouvelle visite en France. Les négociations sur un traité franco-allemand sont entamées depuis longtemps. De Gaulle propose de forger un traité d'amitié officiel qui lierait les deux peuples et marquerait l'apogée du processus de réconciliation des anciens ennemis héréditaires. Mais un dernier obstacle, hérité de la guerre, pèse encore sur la réconciliation franco-allemande. Au moment où se négocie l'accord de dédommagement aux victimes, la justice française paraît plus coulante à l'égard des anciens criminels de guerre, ce qui provoque beaucoup de réactions dans l'opinion publique, beaucoup de protestations. Le chef suprême des SS et de la police de Paris, Karl Oberg, ainsi que le chef de la sécurité pour la France, Helmut Knochen, sont encore détenus dans des prisons françaises. Il reviendra à De Gaulle de libérer plus ou moins discrètement ces deux grands criminels de guerre allemands. Le général de Gaulle, pour pouvoir mettre en œuvre le futur traité d'amitié avec l'Allemagne, a libéré Oberg et Knochen de façon à dire à l'opinion publique le dernier obstacle, c'est-à-dire la présence d'Allemands en France en prison, est levé et nous relâchons ces criminels qui étaient les plus importants de cette occupation allemande. Gracier ces coupables est un geste qui scelle une amitié au-delà des victimes de la guerre. Il aura fallu franchir un long chemin pour aboutir à la réconciliation entre les deux États. Ce n'était pas un prix, c'était une condition, on peut dire. Le fait que des Allemands soient encore en prison, le général de Gaulle a jugé que c'était un obstacle à une véritable amitié. Les Français, je dirais dans leur ensemble, ont critiqué cette décision. Le Parti communiste en particulier, les associations de résistants, les Juifs qui avaient été victimes des persécutions menées par Oberg et Knochen. À l'été 1962, des chars allemands circulent de nouveau sur le territoire français. Mais cette fois, ils sont en manœuvre. Les chefs politiques des deux démocraties y assistent. Ils entendent ensuite la messe. Ces images ont fait le tour du monde. Konrad Adenauer et Charles de Gaulle dans la cathédrale de Reims, l'église où furent couronnés les rois de France. Le traité de l'Élysée sera signé à Paris le 22 janvier 1963. Le traité de l'Élysée est à la fois l'aboutissement de quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire la réconciliation franco-allemande qui a été commencée par Robert Schuman, il ne faut jamais l'oublier, et qui a été repris par des hommes comme Guy Mollet, par exemple, mais magnifié par le général de Gaulle. C'est donc un aboutissement. Mais ce succès historique sera troublé par l'ajout d'un préambule au traité, une initiative du Parlement allemand.
C'était une défaite à la fois pour Adenauer et pour de Gaulle. Pour Adenauer, parce que le Bundestag affirmait dans le traité la primauté des liens avec l'Amérique, soulignant que s'il fallait choisir, il faudrait se ranger du côté des Américains. Pour de Gaulle, parce qu'il voulait que les relations franco-allemandes jouent le premier rôle dans la politique européenne et que la France soit le partenaire fort de cette relation. Pour de Gaulle, c'était une défaite, certes, mais surtout la déception de ne pas avoir pu atteindre son objectif. Il l'a d'ailleurs exprimé de façon symbolique en disant qu'à cause de ce préambule, le traité de l'Élysée avait eu une nuit de noces incomplète. En réalité, le fond de l'affaire, ça n'est pas que le Bundestag vote le traité avec un préambule, c'est que le chancelier Adenauer va abandonner le pouvoir et va être remplacé par un homme qui s'appelle Ludwig Erhard et qui n'a pas du tout les mêmes idées que Adenauer, et c'est cela qui va modifier la relation franco-allemande dans les années qui vont suivre. Eine Welle der Freundschaft in den Geistern und in den Herzen aufsteigt und sich greift. Es lebe Bonn, es lebe Deutschland, es lebe die deutsch-französische Freundschaft.